Nous avons plusieurs questions qui ont été formulées par les élèves. On en a tiré au sort quelques-unes et on va pouvoir vous les proposer. Donc, comment vous positionnez-vous face au risque que crée forcément une justice personnalisée ? Donc, une deuxième question. Oui, j'écoute. Le tirage au sort prend un peu de temps. Désolée. Il y a un huissier dans la salle. Donc, que proposez-vous pour rendre notre société plus sûre? Question assez générale. Elle me plaît bien comme question. Une dernière question peut-être. Comment expliquer le trop peu d'avancées en matière de structure carcérale comparé à d'autres pays qui, eux, axent avant tout leurs efforts sur une politique d'amélioration des conditions de détention? Voilà, une question un peu plus précise. On s'en tient là pour la première rafale. Alors, sur les risques d'une justice personnalisée, au contraire, si on s'entend bien, ce que vous appelez justice personnalisée, eh bien l'individualisation du rendu de la justice, c'est au contraire, c'est une condition de sûreté, c'est une condition d'efficacité. Je le disais, lutter contre la récidive, c'est créer les conditions pour que les gens ne récidivent pas, donc n'accomplissent pas de nouveaux actes de délinquance, donc ne touchent pas de nouvelles victimes. Et on sait bien partout, il y a des études, il y a des expériences évaluées, on sait bien partout que c'est l'individualisation qui donne les meilleurs résultats. Donc le risque, c'est justement l'automatisation, comme c'était le cas, c'était pensé avec les peines planchées, les peines automatiques, qui sont quand même fondamentalement, foncièrement, un acte de défiance vis-à-vis des magistrats. Or, les magistrats sont des personnes qui passent un des plus beaux concours de la République, un des plus beaux et des plus difficiles concours de la République. Et ces magistrats qui sont formés, qui vont en juridiction, reçoivent de la part du peuple français, ils jugent au nom du peuple français, reçoivent de la part du peuple français délégation de pouvoir pour prononcer des jugements qui peuvent restreindre la liberté d'un autre Français comme eux, d'un concitoyen, d'une autre personne, d'un autre homme, d'une autre femme. Ils reçoivent donc délégation de pouvoir restreindre les libertés ou même de priver de liberté. Lorsque dans un État démocratique, et c'est dans ces États-là qu'il y a des magistrats et des magistrats libres, lorsque un peuple est capable de confier une mission aussi élevée, mais également aussi périlleuse, parce que personne n'est infaillible. Il y a des philosophes qui ont écrit des livres très savants pour expliquer que la justice n'existe pas. La justice finit par être un compromis où une société se donne des règles, des lois, où elle décide à un moment donné de sanctionner tel type d'acte, selon telle gravité, selon telle intensité de sanction. Bon, on ne va pas se perdre dans ces considérations philosophiques. Nous avons une institution judiciaire, nous avons des magistrats. Les magistrats du parquet qui requièrent, les magistrats du siège qui jugent. Mais lorsque une société est capable de confier à des égaux une mission aussi élevée, elle doit être capable de leur faire confiance. C'est même la condition. Leur confier une telle mission suppose d'abord, a priori, qu'elle leur fasse confiance. Donc, faire confiance aux magistrats, c'est considérer qu'ils ont une capacité d'appréciation. Il faut donc leur donner la liberté d'appréciation. Or, l'esprit même des peines planchées, c'est exactement le contraire. C'est se défier de ces magistrats. C'est dire, on ne vous fait pas confiance, on n'est pas sûr que vous allez juger comme il faut, donc on vous met des automatismes, vous appuyez sur le bouton, donc dans quel cas, c'est comme ça que ça se passe. Je veux dire, c'est l'intention. Je ne dis pas que ça se passe comme ça, parce qu'on a bien vu comment les magistrats ont essayé de se dégager de cette contrainte, parce que la conception qu'ils ont, eux, de leur mission,
les a conduits pour la plupart à considérer qu'il fallait trouver des portes de sortie par rapport à ces peines planchées, ces automatismes qui sont exactement le contraire de la responsabilité de requérir et de la responsabilité de juger. Donc, la question de l'individualisation, c'est la question justement de la confiance que l'on fait aux magistrats, sous réserve, évidemment, c'est la responsabilité de la puissance publique, de donner aux magistrats les moyens de pouvoir apprécier, donc individualiser. Et c'est pour ça que nous créons les moyens, nous créons les effectifs, nous mettons les conditions pour que le magistrat dispose d'informations sur les personnes. Et qu'il dispose de suffisamment d'informations pour être en mesure de prononcer la peine la plus juste. Donc nous supprimons ces automatismes. Et en supprimant ces automatismes, non seulement nous donnons ce message de confiance de l'exécutif en nos magistrats, mais nous leur redonnons vraiment de la liberté pour qu'ils fassent leur travail de la façon la plus efficace. Donc l'individualisation, c'est exactement le contraire, c'est au contraire la garantie, en tout cas la meilleure que l'on puisse instaurer la garantie de sécurité et non pas au contraire, une source de risque. Et ce que je dis là est étayé, c'est-à-dire il y a des pays qui sont depuis plus de 20 ans, on a du recul, on sait, il y a eu des évaluations tout à fait rigoureuses, donc on sait. Quelle proposition pour une société plus sûre? Entre autres ça, lutter contre la récidive. C'est une catégorie particulière des délinquances, c'est pas toute la délinquance. Mais au moins cette catégorie-là, si on peut la réduire, et nous on veut la réduire, on améliore la sûreté dans la société. Moi, j'aime beaucoup parler de sûreté. J'aime moins la sécurité, même si, bon, mais je m'adresse à vous, des étudiants, des universitaires, des intellectuels, même si vous êtes encore, pour certains, en train de le devenir, mais en tout cas, je m'adresse à vous, c'est-à-dire à des personnes qui font commerce de leur pensée au quotidien, n'est-ce pas? L'essentiel de notre travail, c'est de penser, de réfléchir, de débattre, d'analyser, d'argumenter. C'est l'essentiel de votre travail. Après, quand vous sortirez d'ici, c'est autre chose. Mais pour l'instant, c'est l'essentiel de votre travail. Donc avec vous, je peux parler, vraiment, de ces choses. La sûreté, voilà. La sûreté, elle se trouve dans la déclaration de 1789, vous savez. Comme les droits fondamentaux des citoyens, la sûreté. Qu'est-ce que la sûreté? Maintenant, on parle de sécurité. Et lorsqu'on parle de sûreté, on en parle exactement dans le sens inverse. Exactement dans le sens inverse. Et vous savez, Wittgenstein, voilà, que vous avez lu sans doute, ou que vous lirez, nous parle de la nécessité de sortir de l'ensorcellement des mots. Et l'ensorcellement par le langage, l'ensorcellement de l'esprit par le langage. Et ces dernières années, il y a eu une œuvre assez massive, assez méthodique et systématique d'ensorcellement par le langage. Il y a eu des mots comme ça qui ont été installés délibérément et qui troublent considérablement l'esprit et qui le troublent de la façon la plus pernicieuse parce que ce sont des mots qui sont tellement pratiques, tellement commodes que finalement ils évacuent la réflexion et la pensée, ils évacuent la complexité. Et c'est plus simple à la fois en parlant vite, en réfléchissant vite, en discutant vite et en décidant vite de se référer à ces mots. Ces mots, c'est la dangerosité, voilà, qui a surgi ces 2 dernières années. Personne n'en mesure ni de la définir, ni de la mesurer, mais on nous parle de la dangerosité et on appuie des décisions politiques, des lois sur la dangerosité. Il y a des mots comme ça, voilà. Ah, c'est la sécurité, nous sommes des sécuritaires. Donc il y a une espèce d'emprise, de préemption sur la sécurité. Il est faux de croire, parce que le procès qu'on fait à la gauche en général, c'est qu'elle est indifférente à la sécurité. Les grandes et belles réformes sur la sécurité ont été faites par la gauche. Et certains d'entre vous, non, vous êtes trop jeunes, vous ne vous souvenez pas, mais il y a une dizaine d'années, en 2002, la suppression de la police de proximité, c'était une création de la gauche, sous la législature Jospin. Et une des premières décisions de la droite lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, ça a été de supprimer la police de proximité. Or, la police de proximité, qu'est-ce que c'est? Ce sont des policiers qui vivent dans les lieux de vie des gens, dans des territoires où justement on a, par échecs successifs
Dans la droite et la gauche ont parfois été responsables parce que mauvaise appréciation, parce que autre priorité, etc. Mais en tout cas, moins la gauche que la droite parce qu'elle a gouverné moins longtemps que la droite, mais pas seulement pour ça. Pas seulement pour ça. Je vois dans mon champ visuel les remous de monsieur le député. Donc, pour corriger cela un peu, il y avait ce que d'autres ont appelé aussi l'îlotage, c'est-à-dire la présence de policiers dans les lieux où les gens vivaient. Et les policiers participaient à des activités. C'était un moyen de prévention, un moyen d'établir des relations avec la population, de connaître les gens, donc vraiment d'être efficace, d'être en contact avec la population. Dès 2002, dès 2003, oui, 2002-2003, le ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qu'il a proclamé? Il a proclamé, de l'époque, bien entendu, et il a proclamé que voilà, le rôle des policiers, c'est pas de jouer au basket. Voilà. Il a supprimé la police de proximité. Sauf que les policiers, il leur arrivait de jouer au basket, mais quand ils font des matchs avec les jeunes, ça fait une relation. Ça fait quelque chose dans la société. Ça fait du lien. Ça fait du dialogue. Et même lorsqu'il y a confrontation, parce que personne ne perd ni son identité ni ses responsabilités, les policiers savaient qu'ils étaient des policiers. Ils continuaient à fonctionner en tant que policiers. Mais ils étaient dans une relation avec la population et non pas postés en face de la population. Donc la gauche a fait de vraies réformes qui étaient des réformes de nature à améliorer la sécurité des citoyens. Pourquoi j'en reviens à la sûreté? Parce que la sûreté, c'est autre chose. La sécurité fait partie de la sûreté. La sûreté, c'est plus large. La sûreté, c'est comment nous vivons dans une société avec des règles, avec un fonctionnement tel qu'on se sent en sécurité. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas tous les jours la question de sa sécurité, on se sent en sécurité parce que les règles de la démocratie, le fonctionnement de la société, les dispositifs qui existent dans la société font qu'on se sent en sécurité. Et la sécurité, ce n'est pas seulement la sécurité physique, c'est aussi la sécurité sociale, c'est la sécurité civile, c'est la sécurité civique. Nous sommes tous des citoyens, nous sommes égaux en droit et en devoir. Nous vivons dans une société juste qui veille sur chacun d'entre nous de la même façon, un peu plus sur les plus vulnérables. C'est ça la sûreté. Donc la question de la sécurité est un élément de la question de la sûreté, et la question plus vaste de la sûreté est donc celle de savoir comment la société est organisée pour que la vie s'y déroule sans que les citoyens soient exposés à des risques de façon inconsidérée. Donc voilà pourquoi rendre la société plus sûre, ça veut dire bien entendu apporter des réponses de sécurité, donc prévention de la délinquance, et notamment par la présence. Il ne suffit pas simplement de mettre des machines. Les machines sont des outils, ce sont des instruments qui doivent assister les êtres humains, notamment les décideurs politiques, qu'ils soient maires, qu'ils soient présidents de conseil général, conseil régional, qu'ils soient ministres, donc responsables de l'ensemble des citoyens. La machine est un outil, un instrument qui doit aider, assister. Donc ce qu'on appelle la vidéosurveillance, oui, ce sont des machines qui surveillent. Pour qu'on prenne des décisions, pour qu'on sache qu'on prenne des décisions. Mais on ne peut pas renoncer à la présence humaine, ce qui a été fait ces dernières années. Donc, suppression des commissariats, retrait des policiers, réduction du nombre d'écoles, fermeture de bibliothèques, fermeture ou pas d'ouverture de cinémathèques ou de cinéma, pas de kiosques, bon voilà, pas toute une série, suppression des services sociaux, suppression des éducateurs de rue, suppression des postes d'assistants sociaux, toute une série de fonctions qui constituaient la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. Il y a eu des suppressions qui ont livré les gens eux-mêmes. On les livre à eux-mêmes. Quand on les livre à eux-mêmes, même si on installe des machines, on les livre aux voyous, on les livre aux bandits, on les livre à la loi du plus fort. Donc assurer la sûreté, c'est cela, s'assurer que par toutes les politiques publiques, d'éducation, la politique de culture, les politiques de sécurité bien entendu,
toutes les politiques d'animation, par toutes ces politiques-là, politique d'urbanisme, politique de logement, politique d'activité économique qui permettent des emplois partout sur le territoire. C'est par cela qu'on assure la sûreté et donc la sécurité des Français sur l'ensemble du territoire. La dernière question, les structures carcérales, l'amélioration. Vous avez vu sans doute le reportage qui explique que la Suède est en train de fermer des établissements pénitentiaires. Vous avez vu ça? Voilà. Donc, quand on compare à des pays, il faut comparer de façon méthodique. Mais ça, vos profs vous l'enseignent, je n'en doute pas une seconde. Donc, on compare la France à tel pays, mais ça veut dire qu'on compare les systèmes juridiques, on compare les systèmes judiciaires, on compare aussi, il faut le faire, alors on ne compare pas. On peut comparer les systèmes juridiques et les systèmes judiciaires. On peut comparer le système carcéral aussi. Mais on doit tenir compte de choses qu'on n'a pas à comparer. On doit tenir compte de l'histoire. On doit tenir compte de la culture. On doit tenir compte des codes sociaux, des codes implicites aussi. Des choses qui relèvent un peu de l'héritage immatériel, mais qui font l'identité collective d'un pays. On doit tenir compte de tout cela pour comprendre pourquoi certaines mesures fonctionnent et regarder la logique de mise en place de ces mesures. En clair, je regarde ce qui se fait ailleurs, j'étudie ce qui a été mis en œuvre et évalué ailleurs, mais je ne transpose pas mécaniquement ni systématiquement. C'est-à-dire que je regarde la part d'histoire, de culture, de codes sociaux, de périodes aussi dans le pays qui a pesé sur l'échec ou sur le succès d'une mesure. Et ce qu'il nous faut faire donc, c'est construire, nous, des mesures, des instruments qui, du fait de l'histoire de la France, du fait de la culture en France, du fait des codes sociaux en France, pourront être efficaces. Pour illustrer ce que je veux dire, je vais prendre un exemple qui n'est pas forcément dans le domaine pénal, oui un peu. Par exemple au Canada, parce que souvent on va voir ce qui se passe au Canada, mais aussi beaucoup dans les pays scandinaves, c'est-à-dire la Suède, la Norvège, parce que ce sont des pays précurseurs, ils ont mis en place toute une série de dispositifs. La contrainte pénale, elle existe depuis plus de 20 ans dans certains de ces pays. Le Conseil de l'Europe recommande cette peine en milieu ouvert depuis 1992, donc ça fait un moment. Voilà, ce sont des pays qui ont du recul, qui ont mis cela en œuvre. Au Canada également, notamment au Québec. Il y a des choses qui fonctionnent très bien dans ces pays, qui ne fonctionneraient pas ici. Par exemple, au Québec, ça c'est dans le domaine de la protection des victimes. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons amélioré considérablement l'aide aux victimes. Le budget de l'aide aux victimes, nous l'avons augmenté de 25,8% dès 2013 et nous l'avons encore augmenté de 9% cette année. Mais moi, je sais bien que dans l'état des finances publiques, c'est un effort légitime, mérité, mais qu'on ne pourra pas continuer ces efforts-là. Or, il faut améliorer encore la prise en charge de l'accompagnement des victimes. Donc, il faut chercher des financements qui soient pérennes et solides. Donc, dès le début de l'année 2013, j'ai demandé au ministre de mettre en mission, de nommer en mission une parlementaire et je lui ai demandé de proposer des pistes, d'étudier la situation, de proposer des pistes. Nous lui avons permis de se rendre au Canada pour étudier sur place les pistes de financement de l'aide aux victimes. Il y a une piste qui fonctionne très très bien au Canada, c'est ce qu'on appelle la contribution victime par je ne sais plus comment ça s'appelle, une taxe sur l'amende, sur les amendes. Ça n'a pas de sens une taxe sur l'amende, mais dans une amende, il y a un supplément qui est réservé aux victimes. Voilà, en moyenne 10 €. Sur toutes les amendes, il y a 10 € de plus de l'amende, il y a 10 € qui vont directement aux victimes. Et ça, c'est vraiment la source principale de financement du budget de l'aide aux victimes. Sauf que lorsqu'on regarde en France le système d'amende, je vois bien les magistrats qui se penchent vers moi. Le recouvrement d'amende, on est à peu près en moyenne 40% de recouvrement d'amende en moyenne sur les territoires. Donc on voit bien qu'un dispositif qui fonctionne bien au Canada
Pour qu'il fonctionne bien ici, sans doute qu'il faut améliorer, je suis persuadée qu'il faut améliorer le mode de recouvrement des amendes. Ça n'a pas de sens, c'est-à-dire que si la justice prononce une décision et que la décision n'est pas appliquée, ça n'est pas bon pour la justice. Moi, je préfère que les peines soient bien ajustées, mais qu'elles soient exécutées. Hein, parce que ces dernières années, on a multiplié les peines, on a aggravé, on a élargi le champ, on a mis parmi les délits des choses qui relevaient des contraventions, on a aggravé les sanctions, on a augmenté la durée des peines d'incarcération, on a fait des tas de choses, simplement on n'a pas créé les conditions forcément pour l'exécution de ces peines. Et puis en plus, comme on a prévu des délais d'aménagement des peines, eh ben, on ne peut pas faire l'exécution. Donc moi je préfère une justice qui prononce une peine, que cette peine puisse être très vite exécutée pour qu'elle ait déjà au moins sa vertu de lutte contre l'impunité, sa vertu pédagogique et sa vertu d'aide à la réinsertion. Donc il est toujours important que les décisions de justice soient appliquées. Donc, je pense en général qu'il nous faudra améliorer le dispositif de recouvrement des amendes, parce que si le juge estime qu'il faut prononcer une amende, il faut que l'amende soit payée. Mais en attendant qu'on améliore le système de recouvrement des amendes, est-ce que je vais choisir ce mécanisme qui fonctionne si bien au Canada, alors que je sais bien qu'il fonctionnera à 40% ici? Donc ça illustre ce que je disais, quelque chose qui fonctionne bien dans un pays, il fonctionne aussi par rapport à l'histoire, à la culture, à toute une série de choses. Donc au Canada, le recouvrement des amendes est facile. En France, il y a une espèce d'ingéniosité à la Reski qui fait que le recouvrement des amendes n'est pas aussi efficace. Voilà un exemple. Donc j'étais en train de vous répondre sur les comparaisons à faire entre pays et nous. Alors, on a entendu jusqu'à début 2012 qu'il fallait construire 80 000 places de prison. Et que l'ancien gouvernement, qui était très sérieux, il est tellement sérieux qu'il avait prévu de construire 80 000 places de prison. Sauf qu'il avait oublié d'évaluer, de localiser et de poser le budget. Voilà. Donc c'était 80 000 places sur papier. Mais quelle est la logique de 80 000 places de prison? Ça sort d'où? Qu'est-ce qu'on a mesuré? Mais la logique pour les étudiants que vous êtes, c'est de savoir que la politique carcérale, elle dépend de la politique pénale. Et que c'est la politique pénale qui va faire si on va se retrouver en surpopulation carcérale ou pas. Et cette politique pénale qui tournait sans considération pour le carcéral, et cette politique carcérale qui n'était pas connectée à la politique pénale, a donné non seulement une surpopulation carcérale, mais plus grave encore que cela, des peines inefficaces. Il faut que les peines soient ajustées pour qu'elles soient efficaces. Et puis, cette surpopulation carcérale, elle a principalement pour effet, par la promiscuité, par la désocialisation, par le manque de suivi, de réduire les chances de réinsertion. Donc nous voulons sortir de là. Donc la question, c'est pas est-ce qu'il faut 20 000 de plus, est-ce qu'il faut 30 000 de plus? La question, c'est quels sont les actes qui méritent de l'incarcération par rapport au profil des gens, quelles sont les personnes. Vous savez que 42% des jugements correctionnels relèvent des délits routiers, concernent les délits routiers. Est-ce que systématiquement, ça mérite de l'incarcération? Donc, il y a une réflexion à porter sur la politique pénale, et la politique carcérale doit être liée à la politique pénale. Donc, nous nous sommes engagés à construire 6500 places supplémentaires de prison, mais parce que, justement, nous sommes dans la logique de l'incarcération lorsqu'elle est nécessaire, tel que cela est énoncé dans un texte de loi que nous n'avons pas initié, nous, puisque c'est la loi pénitentiaire de novembre 2009. C'est sous l'ancien quinquennat. L'incarcération lorsque c'est nécessaire, et ça les juges peuvent en juger, justement. Et puis, voilà, l'efficacité des peines au milieu ouvert, parce que, justement, l'évaluation qui a été faite de la prison et des aménagements de peine démontre, aussi bien en France que dans les pays européens ou qu'au Canada, cette évaluation démontre qu'il y a une plus grande efficacité dans la lutte contre la récidive lorsqu'il y a aménagement de peine que lorsqu'il y a incarcération. Donc ça, on doit en tenir compte de façon à viser l'efficacité, justement. Voilà, la réponse est un peu longue, j'en suis désolée. Je promets de faire plus court pour les prochaines questions. Comment? C'est vrai? Il y a quelqu'un qui t'a consulté?
Vous avez d'autres questions? On avait une autre question. Ne pensez-vous pas que la réforme pénale est trop ambitieuse pour un État qui n'a pas les moyens de ses prétentions? Mais je ne sais pas ce que vous appelez les moyens, parce que vous savez que, étant donné que parmi les mesures de cette réforme pénale, il y a d'une part la contrainte pénale dont je parlais, donc qui nécessite un suivi par les conseils d'insertion et de probation, mais il y a également la libération sous contrainte, le fameux rendez-vous judiciaire dont je parlais, qui évite les sorties sèches, et qui nécessite évidemment aussi là des conseils d'insertion et de probation. Ce gouvernement s'est engagé à créer 1 millier d'emplois pour les services d'insertion et de probation. Il faut que vous sachiez qu'actuellement, c'est un service de moins de 4000 personnes. C'est-à-dire que sur un service de moins de 4000 personnes, ce gouvernement s'engage à créer 1 millier d'emplois en 3 ans. 1 millier d'emplois en 3 ans. 25% d'augmentation d'un corps en 3 ans. Si vous avez quelques exemples, vous me le dites. Hein? D'accord? Donc c'est un gouvernement qui se donne le moyen de l'efficacité de ce projet de loi. Mais nous avons besoin aussi de juges d'application des peines et de substituts d'exécution des peines. Et là, nous avons commencé à créer des postes de juges d'application des peines, des postes de conseillers d'insertion et de probation. Nous avons commencé à en créer ici depuis 2013. En 2013, nous avons créé des postes d'application des peines et d'exécution des peines. Donc nous nous en donnons les moyens en termes d'effectifs. Nous nous en donnons les moyens en termes de normes législatives. Et nous nous en donnons les moyens en termes de politique publique, avec tout ce que je vous ai énoncé tout à l'heure, le travail interministériel avec le ministère de l'Emploi et du Travail, le travail avec les services communs, avec les collectivités aussi. Nous avons des expérimentations avec les collectivités, avec les conseils généraux par exemple sur l'insertion par l'économie, avec les conseils régionaux sur la formation professionnelle. Nous avons déjà des conventions avec différents conseils régionaux. Donc voilà, le gouvernement il se donne les moyens. D'accord, monsieur? C'était pas ma question. C'est une question de Lyon. Alors, une deuxième question, Madame la Ministre. Quelles pourraient être les mesures concrètes d'accompagnement des détenus aux 2 tiers de leur peine pour préparer leur réinsertion dans la société? Alors, ces mesures, pour la plupart, sont déjà contenues dans le Code de procédure pénale, mais nous en ajoutons d'autres. Il faut savoir qu'il y a déjà des mesures d'aménagement des peines. Nous avons réfléchi, vous savez que j'ai mis en place une conférence de consensus, qui est une méthode tout à fait innovante dans le domaine de la justice, qui a rassemblé pendant 5 mois des personnes diverses, de fonctions, de parcours, de sensibilités politiques différentes, et qui ont travaillé ensemble pendant 5 mois. Et l'aboutissement de ces travaux était plutôt de s'orienter vers ce qui a été fait dans d'autres pays, à savoir une contrainte pénale, une peine de probation. On réfléchissait d'ailleurs à voir si on l'appelait contrainte pénale dans la cité ou des choses comme ça, mais bon, qui existe dans d'autres pays, qui est vraiment une peine qui rassemble l'ensemble de toute une série de dispositifs d'aménagement de peine alternatives à l'incarcération. Nous étions sur cette logique-là, ça aurait mis de la clarté, on aurait eu donc les peines d'amende, la contrainte pénale et la peine d'incarcération. Ça mettait à la fois de la cohérence, une lisibilité dans le système des peines. Là, je vais reprendre une phrase de votre voisin de tout à l'heure, dans un pays qui, voilà, dans un pays qui a été tellement endoctriné à l'incarcération ces dernières années, il est apparu assez rapidement que malgré ce consensus qui a été construit par des personnes très différentes et qui ont choisi de ne retenir que les 12 préconisations qu'elles avaient votées à l'unanimité, elles ont écarté les autres. Malgré ce consensus construit par des personnes, il y avait des élus socialistes et des élus de l'UMP, il y avait un commissaire divisionnaire, un colonel de gendarmerie, il y avait des universitaires, des chercheurs, des magistrats, des personnels pénitentiaires, des associations de victimes et d'aide-aux-victimes. Voilà, c'était des personnes très très diverses, très différentes, et qui ont quand même abouti à un consensus. Il est apparu quand même que ce consensus ne serait pas aussi large au moment de l'écriture de la loi. Donc ça fait que nous sommes dans un système peut-être un peu intermédiaire. D'ailleurs, nous avons prévu d'évaluer la contrainte pénale au bout de 3 ans. Nous sommes dans un système un peu intermédiaire et qui va reprendre des dispositifs qui existent déjà, tels que le bracelet électronique, tels que le placement extérieur, tels que la libération conditionnelle. Donc toute une série de dispositifs qui existent, qui appellent une surveillance, un contrôle, un accompagnement et qui permettront que cette peine exécutée en milieu ouvert
puisse permettre aux gens de revenir dans un chemin plus conforme aux lois et aux règles. Merci. Une dernière question, je pense. Ne pensez-vous pas que la lutte contre les inégalités de conditions est un prérequis à la baisse de la délinquance? La lutte contre les inégalités est un prérequis. Ah, moi j'aime assez ces formulations, oui. Oui, moi je pense que un État qui s'exonère de ses autres responsabilités et qui fait la course à l'insécurité, à la lutte contre la délinquance, n'est pas un État sérieux. Il ne peut pas construire dans la durée. Il ne peut pas. Lorsque je disais tout à l'heure que dans des territoires, l'État s'en est allé, il a livré les gens à eux-mêmes. Il peut toujours courir après la délinquance et la criminalité, alors que lui-même a créé les conditions pour que ce soit les délinquants, les criminels qui prennent le pouvoir dans ces territoires-là. Donc il faut lutter contre les délinquants et les criminels, sans répit, sans quartier. Il ne faut pas se contenter de ça. Il faut effectivement lutter contre les inégalités, lutter contre les discriminations, retravailler le lien social, faire de l'égalité une réalité. C'est-à-dire que tout citoyen en n'importe quel coin du territoire sache qu'il a toutes ses chances dans cette société et que ses chances dépendent de ses propres talents et de ses propres efforts. Et non pas du lieu où il est né, non pas de la stigmatisation qui pèse sur son territoire, non pas de son apparence, non pas de son adresse, non pas de toute une série de préjugés qui font qu'il n'aura pas sa chance dans la société parce que ces inégalités sont devenues structurelles dans la société. Donc effectivement, la lutte contre les inégalités est un prérequis, je vais la répéter. Monsieur le député qui fait le maître de cérémonie a décidé apparemment que le temps que nous devions passer ensemble est terminé. Vous me laissez le temps de dire merci. Merci à vous pour cette rencontre, merci pour votre jeunesse, votre curiosité, votre jouvence. Merci pour ces échanges et pour ces questions qui prouvent une réflexion en profondeur. Donc merci au travail de préparation que vous avez effectué. Parce que vous êtes jeune, je veux vous dire que cette société repose beaucoup sur vous. C'est vous qui allez modeler la société dans laquelle vous allez vivre. Nous préparons le chemin. Et nous attendons de vous de l'impatience. Je parlais d'impertinence tout à l'heure. L'impertinence peut et doit être courtoise. Elle est nourrie par l'impatience. Et cette impatience, vous devez l'entretenir. L'entretenir au point de constater qu'elle sera encore là lorsque vous aurez 80 ans. Horreur, mais ça vous arrivera un jour. Mais ça vous arrivera. Donc, je veux vous dire cela vraiment. Votre génération est une génération qui est confrontée à une situation très nouvelle, sur laquelle pèsent les nouvelles technologies, sur laquelle pèsent les modifications du monde, l'interdépendance du monde. Vous avez à affronter des défis tout à fait nouveaux. Vous devez en avoir conscience, parce que vous devez apporter des réponses à ces défis-là. Vous ne pouvez pas passer votre chemin. Vous devez apporter des réponses à ces défis-là. Et sachez qu'au siècle dernier, au début du siècle dernier, Léon Blum s'adressait à la jeunesse. Et il s'adressait à la jeunesse en ces termes, c'est-à-dire en appelant la jeunesse à ses responsabilités. Il leur disait, vous êtes l'espoir, vous êtes la vie qui vient, la sève qui monte, l'alternative capitale vous est offerte. Serez-vous du côté de l'avenir ou du côté du passé? Du côté de l'inéquité ou du côté de l'égalité, du côté de l'égoïsme ou du côté de la fraternité. Et il concluait, vous ne pouvez être neutre, vous devez choisir. Je vous le dis ce soir, vous devez choisir. Merci.